Congo Mikili Live, toujours longueur d'avance. Parlementaire au sujet du dialogue politique inclusif convoqué par le chef de l'État. Et nous sommes inquiets parce que nous décelons beaucoup de contradictions dans ces déclarations. Cette formation politique, vous le savez, a été la première à revendiquer la tenue d'un dialogue. Et c'est à bon droit. Communiqué rendu public le 1er décembre 2015 par son président, M. Étienne Tshisekedi, le mentionne noir sur blanc, après beaucoup d'autres textes, qui remontent d'ailleurs à décembre 2014 à peu près, ce que personne dans le microcosme politique congolais ne peut leur renier. Le président de la République, Joseph Kabila, a été à l'écoute de cette revendication, une frange significative de son opposition, en initiant des consultations en vue d'un tel dialogue. Cela est d'usage dans les systèmes démocratiques, comme dans nos pratiques traditionnelles, compte tenu de la réalité qui veut que, même si elle n'est pas au pouvoir, l'opposition n'en représente pas moins une catégorie de l'opinion nationale, dont un chef d'État digne de ce nom, garant de l'unité nationale, est tenu de prendre en compte. Il est donc pour le moins surprenant qu'au moment même où une suite positive est donnée à cette réclamation légitime, un cadre de ce parti se lance dans une bruyante campagne médiatique de remise en cause de l'initiative présidentielle pour des motifs assez peu rationnels. Au premier point du communiqué de l'UDPS, ce parti soutient que la feuille de route qu'il avait rendue publique en février 2015 donnait une vision de ce dialogue politique qui doit, selon ce parti, qui devait être conforme au prescrit de l'accord cadre d'Addis Abeba, lequel a été signé par 11 pays de la région des Grands Lacs, dont Joseph Kabila pour la République démocratique du Congo, en présence des institutions internationales que sont les Nations Unies, l'Union africaine, l'Union européenne, etc. La question qui vient aussitôt à l'esprit pour nous, au gouvernement, est celle de savoir en quelle qualité Joseph Kabila a-t-il signé ces accords, si ce n'est pas en qualité de président de la République démocratique du Congo. Ceux qui font semblant de lui dénier cette qualité devraient expliquer comment 10 chefs d'État africains auraient signé avec un citoyen congolais lambda qui ne serait pas chef d'État. Cela n'a aucun sens. Il est donc clair, mes chers amis de la presse, que le président Joseph Kabila Kabange n'est pas une simple partie prenante au dialogue politique national. C'est le chef de l'État. C'est le président de la République démocratique du Congo, élu par toute la nation en 2011. C'est pourquoi c'est lui, Joseph Kabila, et non un autre Congolais, qui a paraphé ce document au nom de notre pays, la République démocratique du Congo. Qu'on se le dise. Et il peut paraître ahurissant que des acteurs politiques de l'opposition veuillent donner l'impression d'appréhender mieux les contours de cet accord d'Addis Abeba, obtenu du reste grâce aux efforts diplomatiques inlassables entrepris par le président Kabila et par notre gouvernement, mieux que le président Kabila lui-même. Il n'est pas approprié, nous le pensons, d'affirmer qu'en convoquant le dialogue politique inclusif, le président de la République serait à la fois juge et partie, comme nous l'avons lu dans ce communiqué. Mesdames, Messieurs de la presse, le dialogue politique inclusif n'est pas un tribunal.
le dialogue politique inclusif national n'a pas pour fonction de juger ou de condamner qui que ce soit. Parce que le dialogue politique national ne poursuit qu'un objectif, celui de créer les conditions les meilleures pour le passage de notre pays à la prochaine législature. Point barre. On peut également poser à ceux qui contestent au président de la République le droit de convoquer le dialogue politique national la question de savoir pourquoi ils ne convoquent pas eux-mêmes ce dialogue s'ils en ont le moindre pouvoir. Un cadre de l'UDPS qui tire sa légitimité de sa proximité biologique avec le président de ce parti, c'est la seule qualité, connaissions, n'est pas président de ce parti, n'en est pas secrétaire général, c'est simplement un proche parent. A reproché au président de la République de n'avoir pas fait allusion à l'alternance au pouvoir dans le texte qui convoque le dialogue politique national. Un reproche en contradiction flagrante avec le fait que lui-même, ce cadre, dénie le droit de convoquer ce dialogue à Joseph Kabila. La question est, peut-on dans le même temps ne pas avoir le pouvoir et céder le dit pouvoir à quelqu'un d'autre? Nos collègues de l'UDPS reprochent au président de la République d'avoir établi l'ordre du jour du dialogue. C'est faux. Le président n'a pas établi l'ordre du jour du dialogue. Le président s'est contenté d'évoquer les questions qui se posent à la nation dont il assume la haute gestion. Il s'est contenté d'annoncer la mise en place d'un comité préparatoire qui sera appelé à élaborer un ordre du jour. Et ce comité sera composé de manière à comprendre des représentants de la majorité et des représentants de l'opposition, ainsi que ceux de la société civile. C'est du reste ce qu'a fait à bon escient M. Etienne Tshisekedi, le président de l'UDPS, qui au point 9 de son communiqué du 1er décembre 2015 avait mentionné 3 objectifs à atteindre et des objectifs qui, lorsque vous les lisez, se ressemblent comme 3 gouttes d'eau à ceux définis par le président Joseph Kabila. On peut se demander de quel droit un membre du parti de M. Tshisekedi interdirait au président de la République en exercice de définir les objectifs à assigner au dialogue, comme l'a fait le responsable de ce parti de l'opposition. C'est insensé. Et c'est le lieu de rappeler avec force ce que j'ai dit, que la République démocratique du Congo a un président de la République, élu par le peuple, pas par un parti de l'opposition, que son mandat court jusqu'à fin 2016. C'est Joseph Kabila Kabange. C'est lui et lui seul qui, conformément aux prérogatives que lui confère la Constitution de ce pays, est habilité à prendre des initiatives visant à assurer le fonctionnement harmonieux des institutions au mieux des intérêts nationaux. Dans ce contexte qu'il faut inscrire la convocation d'un dialogue politique destiné précisément à préparer le passage harmonieux à la 3e mandature présidentielle d'après Sun City. C'est également le lieu de rappeler que la République démocratique du Congo est un État indépendant et souverain depuis 1960. La République démocratique du Congo n'est soumise à aucune tutelle internationale. Elle traite de ces questions de souveraineté comme elle l'entend. Elle n'est nullement obligée de faire recours à la communauté internationale, sauf si ceux qui en sont les représentants légitimes, désignés par son peuple, décident librement, donc souverainement, de recourir à cette communauté internationale. Il ne sert donc à rien de vouloir laisser pourrir la situation politique
dans l'espoir que le secrétaire général des Nations Unies se substituera aux représentants légitimes du peuple congolais pour désigner d'autorité, on ne sait quel préposé, pour gérer ses affaires, sans en référer aux représentants légaux en place dans notre pays. Du reste, posez-vous la question de savoir s'il en avait le pouvoir, pourquoi ne l'aurait-il pas fait depuis si longtemps? Je passe maintenant au point concernant le message que nous a livré le bureau de la conférence épiscopale nationale congolaise. Et là, on a du mal, pour nous du gouvernement, à percevoir la cohérence des motivations qui guident ce message, livré par les membres du bureau de la conférence épiscopale nationale du Congo, la CENCO, dont les dernières prestations brillent, passez-moi le mot, par des contradictions flagrantes. Ils se disent partisans de la démocratie, mais souvenez-vous, il n'y a pas si longtemps, on les a vus s'agiter furieusement pour disqualifier une décision votée par 7 congrégations sur les 8 que compte la composante confession religieuse de notre société civile concernant le choix du nouveau président de la Commission électorale nationale indépendante, parce que l'élu n'était pas celui qu'eux soutenaient. 7 sur 8. Les démocrates disent non, nous ne sommes pas d'accord. Mais ils sont démocrates. Les signataires de cette déclaration du bureau de la CENCO viennent encore de nous surprendre avec leur message du 24 novembre 2015. Un message dans lequel ils donnent l'impression d'oublier que ce pays, la République démocratique du Congo, est à tous ses citoyens et qu'il n'est pas la propriété de leur congrégation. Au hasard des thèmes qu'ils ont choisi de défendre dans ce message du 24 novembre, ils s'érigent, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, ils s'érigent carrément en juge constitutionnel, en lieu et place des 9 sages de la Cour constitutionnelle, en remettant en cause délibérément une décision prise par le président de la République, élu de toute la nation, sur proposition du gouvernement issu de la majorité parlementaire, décision de déployer dans les 21 nouvelles provinces des commissaires spéciaux à l'effet d'y assurer la continuité des services publics de l'État en attendant l'élection des gouverneurs, comme l'avait pourtant ordonné la Cour constitutionnelle dans un arrêt que tous vous connaissez. Mesdames, Messieurs de la presse, il est permis à tout citoyen de ce pays de poser la question de la conformité à la Constitution ou à la loi d'une initiative prise par l'exécutif. Mais décréter de manière aussi péremptoire le caractère non conforme au texte d'une mesure du gouvernement, comme l'ont fait les signataires de la déclaration de la CENCO, c'est ignorer qu'en droit congolais, seule la Cour constitutionnelle est habilitée à déclarer une action conforme ou non conforme à la Constitution. Agir autrement, comme ils l'ont fait, c'est vouloir plonger notre pays dans l'arbitraire et dans l'anarchie. S'ils ont des doutes à ce sujet, ils n'ont qu'une seule alternative, à notre point de vue, c'est de saisir la Cour constitutionnelle et laisser celle-ci dire le droit, au lieu de se substituer à elle et de dire le droit comme s'ils étaient devenus, eux, la Cour constitutionnelle. Le gouvernement est en outre préoccupé par la virulence de certains passages du message des membres du bureau permanent de la Conférence épiscopale nationale du Congo, qui en l'espèce naviguent manifestement à contre-courant des enseignements qui ont été donnés au peuple de Dieu depuis la République centrafricaine voisine par le pape François, qui vient d'y séjourner et qui a lancé dernièrement, à partir de Bangui, un émouvant appel à la paix sur base de l'éthique de la fraternité universelle des hommes, fussent-ils d'opinions différentes ou des camps adverses. Plusieurs chrétiens catholiques, congolais et j'en suis, qui savent
que certains signataires de ce message avaient traversé l'Ubangi pour entendre ce message du Saint-Père, ils perdent leur latin. Le pape dit une chose, eux ils en font une autre. Le pape dit la paix, et il nous appelle ici à nous affronter. Notre peuple devrait pouvoir compter sur ses pasteurs pour asseoir et consolider le vivre ensemble au sein de la nation, au-delà des controverses et des contradictions qui émaillent normalement la cohabitation entre les composantes d'une classe politique. Mais qui a dit que les évêques font partie de la classe politique? Le gouvernement déplore que les signataires de la déclaration de la Conférence épiscopale nationale du Congo campent dans un négativisme de mauvais aloi face à l'initiative de mise en commun des intelligences pour rechercher de manière inclusive, adulte, responsable et consensuelle des solutions aux vrais problèmes qui se posent au pays. Et cela n'est pas acceptable. La communauté nationale étant le bien de tous, il n'est pas admissible qu'un groupe s'arroge de la sorte le droit d'imposer ses vues aux autres, en usant, quoique subtilement il est vrai, de pression et de menaces de pression qui n'ont pas leur place en l'espèce. Ainsi en est-il de l'annonce, dans la même déclaration, de la programmation d'une marche des chrétiens dans tous les diocèses, le 16 février prochain, en hommage, a-t-on dit, aux femmes et aux hommes qui perdirent la vie du fait de la cruelle répression du régime dictatorial de la Deuxième République. Comme si les autorités qui ont en charge aujourd'hui la République démocratique du Congo pouvaient être tenues pour responsables ou coupables de cette répression. Elles, ces autorités qui, au contraire, ont eu le mérite d'avoir mis un terme à la dite Deuxième République. Avec un certain sens de la litote, le message des évêques évoque à ce sujet l'ouverture de l'année jubilaire de la marche des chrétiens du 16 février 1992. Mais avec le mélange de genres, nous nous trouvons là face à une de ces pirouettes de la communication, vous en êtes des spécialistes, la communication politique. Parce que le non-dit crève les yeux de tout observateur. Considéré sous cet angle, le message de la Synco n'a rien d'une initiative spirituelle, destinée, comme l'affirment ses auteurs, à implorer la grâce de la paix et de la miséricorde sur notre pays. Non. L'enchevêtrement sans doute stratégique de motivation de nature spirituelle avec une activité politique susceptible d'exacerber la violence sur fond d'un commerce politicien partisan laisse planer une suspicion légitime à l'égard de leur démarche, à tel point qu'on se demande, au regard de toutes les évocations qu'ils ont faites du sang dans ce texte, si, comme c'est souvent le cas, ce n'est pas le voleur qui crie au voleur, si ce n'est pas le pyromane qui crie au feu. La quasi-concomitance entre cette initiative questionnable et la saillie d'un groupe de frondeurs dont certains prélats avaient salué à tue-tête le départ de la famille politique de la majorité, tout en gardant un silence assourdissant, bizarre, lorsque certains parmi les 10 frondeurs furent eux-mêmes confrontés à une fronde dans leur parti, est révélateur d'une collusion peu conforme à la posture de neutralité politique que le clergé aime bien afficher. Les frondeurs en question ne se sont du reste pas gênés d'annoncer sur tous les toits leur contribution à ce message de la Synco. Une bien curieuse pratique d'évangélisation qui pousse à la vigilance, à l'égard de ceux qui appellent constamment le peuple à la vigilance, peut-être pour mieux camoufler leurs véritables intentions. Et vous savez, de mauvaises langues accusent certains princes de l'Église, auteurs de ce message du 24 novembre, d'avoir largement bénéficié de la générosité de certaines officines
opposés à la consolidation de la paix dans notre pays, pour qu'à l'instar de ce qui s'était passé en 1960 avec le gouvernement de l'inoubliable Patrice Emery Lumumba, à travers une mobilisation mensongère, incitative à la violence, soit planté un décor générateur de chaos, justifiant le parachèvement des plans machiavéliques de confiscation de sa souveraineté à notre peuple par des forces occultes. Vous vous souvenez, Lumumba, le communiste, qu'il fallait arrêter et oxyre. Il y a donc intérêt pour les Congolais à ouvrir l'œil et le bon. Les acteurs sont les mêmes et on a l'impression que le jeu pourrait être le même. Que le processus électoral congolais connaisse des difficultés auxquelles il faut remédier, ce n'est un secret pour personne. C'est la raison d'être du dialogue politique national inclusif convoqué par le président de la République. Le président qui a clairement indiqué sa volonté d'y voir aborder les sujets irrelatifs sur lesquels, je le cite, les divergences profondes d'opinion apparaissent sur la scène nationale au point de menacer l'unité et la stabilité du pays. Fin de citation. Ces points de divergence, il les a énumérés: le fichier électoral, le calendrier électoral, la sécurisation des élections, le financement des élections et le rôle, oui, le rôle des partenaires extérieurs dans ce processus. Les signataires du message du 24 novembre ont cru sans doute bien faire en rappelant l'article 64 de notre Constitution, du moins dans l'alinéa de cet article qui stipule que tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou tout groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. Dont acte. Nous nous devons de les inviter pourtant à bien relire cet article 64 de la Constitution, parce qu'ils ont oublié le deuxième paragraphe de cet article 64, en vertu duquel, je cite encore la Constitution, toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre la nation et l'État. Elle est punie conformément à la loi. Fin de citation. Ainsi donc, inciter les citoyens à se soulever contre le régime constitutionnel qui est en place, conformément à la Constitution donc, comme beaucoup d'apprentis sorciers ont pris l'habitude de le faire, est une infraction imprescriptible, au même titre qu'un crime contre l'humanité. Je pense qu'il y a quelques heures, le procureur général de la République de ce pays vient de le rappeler, dans des termes qui ne prêtent à aucun commentaire, de ma part, comme membre de l'exécutif. Mesdames, Messieurs de la presse, la seule voie de la paix dans la République démocratique du Congo d'aujourd'hui réside dans un dialogue inclusif, et certainement pas dans des invectives fondées sur une lecture partielle et partiale des articles de la Constitution et des lois de la République. Aussi, voudrais-je, au nom du gouvernement, saluer ceux des chefs des confessions religieuses congolaises qui ont, dans un message publié le 30 novembre dernier, soutenu le dialogue politique inclusif convoqué par le chef de l'État, en rappelant la mission salvatrice de l'Église, avant de condamner fermement, je vais les citer, tout appel, sous quelque forme que ce soit, et d'où qu'elle provienne, évoquant le sang et la violence comme mode d'expression en lieu et place de la promotion de la paix, de la concorde, de la fraternité, prônée par la Bible et le Coran. Fin de citation. En ce qui concerne le contentieux qui oppose le gouvernement avec certains de ses partenaires des Nations Unies, ces dernières années, les Congolais ont le sentiment que le respect de la souveraineté de leur pays est une pure figure de style,
chez un certain nombre de leurs partenaires institutionnels. En effet, entre les proconsuls autoproclamés qui veulent dicter un destin à leur goût à notre pays et ceux qui en revendiquent la cogestion en se substituant aux autorités mandatées par notre peuple, vient se greffer aujourd'hui la catégorie de ceux qui foulent délibérément aux pieds les conventions internationales qui lient notre pays aux institutions qu'il représente. C'est ce qui est peut-être à la base de ce que d'aucuns ont pu appeler un bras de fer entre le gouvernement, à travers son ministère des Affaires étrangères, et les agences onusiennes installées dans notre pays à la suite d'un banal projet d'audit sur l'utilisation de l'expertise humaine en leur sein. Mesdames, Messieurs de la presse, la première chose qu'il faut dire à ce sujet est que les rapports entre la République démocratique du Congo et les Nations unies sont régis par un accord de siège, un accord de coopération, pas par un accord de substitution de souveraineté. Suivant les clauses de cet accord de siège, en matière de ressources humaines, les agences onusiennes doivent avoir recours à l'expertise internationale, je cite, uniquement au cas où il y a une carence au niveau national et après plusieurs tentatives infructueuses d'appel d'offres. Fin de citation. Il s'agit, vous vous en doutez bien, d'une question de protection de la main-d'œuvre nationale, qui est un devoir pour tout gouvernement digne de ce nom dans tout état de droit et que vous, de la presse, vous devez soutenir. Or, il est revenu au gouvernement qu'il existait un déséquilibre anormal, attentatoire à ce principe, dans certaines agences onusiennes, qui font un recours systématique à l'expertise étrangère, même lorsque les compétences congolaises à même de remplir les tâches ainsi confiées à des étrangers étaient disponibles. Plus grave, compte tenu de la différence de traitement entre la main-d'œuvre nationale et la main-d'œuvre étrangère, cette situation entraîne une surévaluation des coûts de fonctionnement et des salaires dans des budgets au détriment des projets de développement eux-mêmes. Pour faire respecter ces dispositions et parvenir à une rationalisation des dépenses conforme à nos intérêts nationaux, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale avait souhaité réaliser un audit, c'est-à-dire dresser un état des lieux en la matière. Eh bien, ce simple projet, consistant à passer en revue notamment les procédures de recrutement pour rendre les contrats conformes au droit international du travail, a provoqué cette véritable levée de bouclier. Nos partenaires s'abritent derrière des immunités diplomatiques pour justifier une violation flagrante des conventions internationales. Dans une note verbale datée du 23 octobre dernier, un responsable des Nations Unies a réservé une fin de non-recevoir à ce projet d'audit en invoquant la Convention sur les privilèges et les immunités qui interdit notamment toute perquisition et réquisition des biens et documents, arguant de ce qu'un tel audit, s'il était effectué, serait incompatible avec ces dispositions et principes de la Convention. Et pourtant, le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale l'a redit, et je le confirme, il ne s'agit ni d'une perquisition, ni de réquisition, et encore moins de contrainte, parce que la perquisition, la réquisition et la contrainte relèvent des procédures judiciaires, et pas du gouvernement. On est en droit de poser la question de savoir pourquoi ce qui est normal et banal partout ailleurs devient source de querelles permanentes quand il s'agit de votre pays, la République démocratique du Congo. Dans tous les pays du monde, la protection de la main-d'œuvre nationale est un principe élémentaire dans le droit international coutumier. Les Congolais sont donc appelés à la vigilance et ils doivent appuyer leur gouvernement
afin que cet audit ait effectivement lieu. Il en va de notre crédibilité, de notre souveraineté et de nos intérêts nationaux. Je vous remercie. Congo Mikili Live, toujours longueur d'avance.